Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue au festival Octosport. Nous sommes actuellement en direct du Crêpes de Toulouse, que je remercie d'emblée pour nous accueillir ici dans ce studio qui s'appelle le Playground. Et donc nous allons aujourd'hui traverser la question des métiers du sport. Nous allons nous questionner, nous allons faire intervenir trois invités de marque qui vont nous permettre d'approfondir certains domaines des métiers du sport. Nous sommes aussi accompagnés par des élèves du lycée Joséphine Baker, donc des élèves de l'enseignement de spécialité EPPCS. Et puis, à distance, il y a aussi des élèves de l'enseignement optionnel d'enseignement donc EPS et de l'enseignement de spécialité EPPCS. Donc, on vous remercie sincèrement de vous être connectés. Et puis, nous allons créer un peu d'interactivité pour vous donner la parole dans un instant. Alors, l'enseignement spécialité EPPCS, donc c'est quelque chose qui est assez nouveau, hein, qui existe depuis 3-4 ans. Et on pourrait se demander qu'est-ce que c'est, notamment nos invités. Alors, qu'est-ce que le PPCS? Je vais me tourner vers une élève de la spécialité, donc il s'agit de Charline. Charline, est-ce que tu peux nous raconter, nous dire qu'est-ce que c'est cette spécialité? Alors, l'enseignement de spécialité EPPCS, éducation physique, pratique et culture sportive, nous permet, de voir le sport autrement. Donc, non seulement, pardon, comme étant une pratique physique, mais également comme étant un phénomène, culturel, professionnel et social. Donc, nous pratiquons du sport, mais nous faisons également, des cours théoriques. Donc, nous abordons les thématiques telles que les places des femmes dans le sport, dans les instances de dirigeance, ou encore le sport adapté et partagé, mais encore, la santé, le sport, les effets que ça peut avoir sur notre santé. Il y a également des sujets plus sensibles tels que le dopage, les violences et les conflits géopolitiques dans les grands événements, sportifs tels que les coupes du monde et les jeux olympiques. Nous travaillons également, en grande partie dans des, travaux de réflexion collectifs, ce qui nous permet, de développer des capacités telles que l'argumentation, savoir débattre et justifier ses idées. Et c'est, une spécialité qui nous, permet, de prendre du coup, des connaissances et des capacités pour pouvoir par la suite, avoir un métier dans le domaine du sport. Ah, très bien, donc ça vous permet d'appréhender le sport dans le monde contemporain, le sport aujourd'hui. Exactement. Alors, les métiers du sport, de quoi parle-t-on? Donc on va essayer de créer un peu d'interactivité, notamment en utilisant vos smartphones. Donc je vais vous demander de commencer à les préparer. Donc on va vous proposer un QR code que vous allez flasher. C'est à l'aide de ce QR code que vous allez répondre à la question suivante. On va se demander: les métiers du sport, combien en existe-t-il? Donc vous avez à l'écran donc la question et le QR code. Et on vous fait 4 propositions: 32, 58, 85 ou 130. Donc, dans quelques instants, on aura les résultats de ce petit quiz et on aura la bonne réponse. Je m'aiderai de mes camarades si jamais je m'en rappelle plus. On va sans plus tarder essayer de mieux comprendre comment on s'est préparé pour être là aujourd'hui. Nous sommes avec des élèves de l'enseignement spécialité EPPCS et en fait, j'ai envie de demander donc à une élève, donc Elina, est-ce que tu peux nous expliquer comment vous vous êtes préparée pour cet événement et puis surtout en général, comment est-ce que vous travaillez quand vous êtes en spécialité EPPCS? Donc, au sein de la spécialité EPBCS, on travaille essentiellement en groupe. Donc pour nous préparer aujourd'hui, cette émission, on a d'abord réfléchi à ce que voulaient dire ces noms de métiers et quelle était, leur utilité. Puis, par petits groupes, donc on a sélectionné les questions les plus pertinentes, à poser aux intervenants, qu'on a la chance d'avoir avec nous aujourd'hui. Donc plus largement, pardon, on étudie souvent les questions vives comme les discriminations, faites aux minorités, comme les personnes transgenres ou encore, l'impact qu'a les réseaux sociaux sur les pratiques des jeunes. Donc on se prépare également au bac, donc en filmant nos propres pratiques ou en, aboutissant à des projets où l'on fait pratiquer, pour analyser, derrière. On mène donc, différents projets. C'est une spécialité qui est très complète et qui est, très, exigeante malgré les dires,
de cette spécialité. Donc ce que j'aime beaucoup dans la spécialité EPPCS, c'est que chaque thème nous permet, de créer, d'inventer, de collaborer, d'échanger et de, travailler en groupe sur des projets, dans le cadre, de l'EPPCS. Donc on réalise énormément de projets comme je l'ai dit, précédemment. On organise des événements sportifs comme des raids aux collégiens, par exemple, où, on encadre, des enfants. Et donc c'est vrai que c'est une, spécialité, donc regardez là, qui nous permet, d'être aujourd'hui sur cette émission, qui est vraiment une expérience, unique, en tant que jeune. Oui, mais pas que seulement en tant que jeune, voyons. Merci beaucoup Elina. Alors est-ce qu'on a les résultats du quiz? Alors on peut observer effectivement, donc on a déjà beaucoup de connectés. Merci encore, de vos réponses et on a, voilà le domaine numéro 3, la réponse numéro 3 qui se dégage donc avec 45 des réponses où on nous dit qu'il y aurait 85, métiers du sport. Beh, je vais me tourner vers, nos experts, hein, au final, les élèves de l'enseignement spécialité. Donc, chers experts, est-ce que vous avez, vous, la bonne réponse? Combien on pourrait considérer métiers? 4 métiers du sport? Non, la réponse 4. Donc, la réponse 4, c'est effectivement 130 métiers du sport. Donc, c'est vrai que dans les communications officielles, ministère des Sports, dans les CREPS, on parle de 130 métiers du sport. Mais 130 métiers du sport, ça fait écho à différents domaines et pas forcément aux domaines auxquels vous pourriez vous attendre. Pour nous aider, il existe un outil qui s'appelle le panorama des métiers du sport qui va s'afficher à l'écran et que je vais vous présenter rapidement parce que je vais vous demander d'aller vous connecter encore une fois avec votre smartphone puisqu'on va vous poser une question, celle du choix, puisque bientôt vous allez devoir accompagner ce choix. Mais imaginons que vous n'ayez qu'un seul choix, que vous deviez prioriser un de ces domaines dans l'avenir. Lequel est-ce que cela serait? Donc, je vais vous les présenter. On a d'abord l'accompagnement et la performance sportive, la santé et le bien-être, la vente, le commerce, le marketing, le management et la gestion des équipements, l'enseignement et l'animation, la création ou la fabrication d'objets techniques, bien entendu à visée d'une pratique sportive notamment. Et puis, c'est le cas de nos jours, la question du digital, de l'analyse des données. Et vous verrez tout à l'heure qu'on aura une réflexion sur cette question-là, et notamment la technologie appliquée au sport. Et nous avons une chance assez immense puisque nous avons des intervenants, des invités qui aujourd'hui vont nous aider à creuser ces éléments-là. Donc vous avez un QR code. Ce QR code va vous permettre de vous positionner sur un seul choix et ça va nous permettre d'avoir un panorama au sein de l'académie qui sera très riche parce qu'il va nous permettre aussi de vous faire des propositions d'accompagnement un petit peu plus tard. Alors, sans plus tarder, on va se tourner vers notre premier invité. Notre premier invité, c'est Thomas Béchard. Thomas Béchard, merci infiniment d'être là, d'avoir laissé les rugbyman de l'US Colomiers Rugby, donc l'équipe professionnelle de Colomiers, pour être avec nous. Donc, bon, on ne peut pas aller sur le stade là tout de suite, mais on va essayer d'utiliser vos compétences au mieux, et notamment en termes de témoignages de votre parcours. Alors, on vous dit data analyst au sein d'un club professionnel, donc notamment de rugby qui joue en Pro D2. Alors, comment est-ce que vous en êtes arrivé là, à faire ce métier? Et au fond, c'est quoi exactement un data scientist, data analyst? Bonjour à tous déjà, merci de m'avoir invité. Alors, mon parcours il est assez simple. J'ai visé le sport quand j'étais jeune et ce que j'aimais, donc j'ai fait une licence STAPS, entraînement sportif. Et je savais pas trop encore quoi faire, continuer, donc j'ai continué sur un master encore, entraînement et optimisation de la performance sportive, ce qui m'a débouché avec un stage à cause du Covid en recherche, donc dans un labo sur de l'analyse donnée. Il m'a beaucoup plu. C'était des données sur, des vidéos du Stade Toulousain, récolter de la donnée, les analyser, savoir ce qui en découle. Ça s'est plutôt bien passé avec, mon encadrant, donc on a continué sur une thèse, CIFRE. C'est une thèse, qu'on peut appeler un peu en alternance, donc avec un labo d'un côté et avec un club professionnel de l'autre qui est l'entreprise dans ce projet. Ça s'est fait avec Colomiers Rugby, donc depuis 3 années sur une thèse qui a fini, il y a quelques semaines. Et maintenant, embauché au club, donc un parcours assez simple dans la voie du sport et ce que j'ai toujours aimé, et dans les données aussi qui m'intéressent de plus en plus et qui permettent d'aider au mieux les joueurs et les staffs à performer c'est le premier dans le monde professionnel. Et mon métier, pour répondre à votre seconde question, c'est vraiment analyser tout ce qui est, données, que ce soit des données internes, donc la distance que parcourt un joueur sur un entraînement ou un match, mais aussi des données, qui se veulent,
purement physiques sur les aspects de la musculation, comme des tests de résistance sur, les épaules qui sont très souvent blessées au rugby, des tests de musculation très simples comme le développé couché et vraiment analyser la charge de chaque joueur pour en tirer le meilleur et éviter qu'il se surentraîne ou se sous-entraîne et le préserver de toute blessure, durant sa carrière ou enfin, du moins le temps qu'il est à Colomiers Rugby et qui nous aide au mieux à performer dans le projet du club. Merci beaucoup Thomas. Est-ce qu'on doit vous appeler docteur? Pas encore, dans 3 mois. Bon, beh, très bien, bah, on pourra suivre en tout cas vos travaux et félicitations, hein, ça montre on peut aller jusqu'au doctorat Oui. par la voie de la filière, STAPS. Alors on va encore une fois, s'appuyer sur, nos élèves pour, approfondir le questionnement en lien avec votre parcours et donc c'est Lisa qui va un petit peu vous, interroger, sur, 2-3 points en lien avec, ce que vous venez de nous dire et ce que vous pourriez encore, nous dire. Lisa, est-ce que tu peux poser la question ou les questions? Alors bonjour, merci d'être là encore une fois. En EPPCS, on apprend que, la performance, elle dépend aussi de l'analyse du jeu et de la compréhension de la situation. Comme vous l'avez dit, vous analysez vraiment beaucoup de données et on aimerait savoir, quelles sont les plus. Alors, on va avoir 2 types de données, enfin, dans notre cas, dans mon cas. Ça va être de la donnée de la charge interne, donc tout ce qui découle des entraînements et des matchs, vraiment la charge physique que peut avoir un joueur, donc l'accélération qu'il peut faire dans un match, la distance qu'il va parcourir, pardon, la distance à certains seuils, au-dessus de 10 km/h, au-dessus de 15 km/h. Aussi, on a la chance d'utiliser des outils GPS, donc des petites balises qui se mettent dans le dos, qui nous donnent aussi le nombre de contacts, le nombre de sauts, le nombre de changements de direction des joueurs. Vraiment récolter un maximum de données pour, analyser la charge du joueur et le préserver et éviter toute blessure et après on a des autres données qui viennent là de l'analyse du jeu. Je vais travailler en collaboration avec, la cellule analyse vidéo au sein du club. Là, ça va être plus des données, sportives, enfin rugby appliquées à l'activité comme en foot, ça peut être les passes ou les buts. Nous, ça va être, beh, les plaquages, le nombre de ballons touchés et tout ça et corréler les 2 pour avoir des rapports pour le staff et aussi, avoir des rapports cohérents pour le staff et analyser, comment on joue et comment il faut qu'on joue pour gagner et c'est vraiment quelque chose, en fait, qui va être, important. C'est le style de jeu que prône le club et notamment le manager et là, on va pouvoir, analyser, les données les plus importantes. Dans notre cas, on a un projet de jeu qui est très basé sur l'offensive. Jouer le ballon, enfin, garder le ballon et le jouer. Donc nous, on va regarder plutôt des données, beh, de distance courue et que ça soit avec le ballon ou sans le ballon et après sur de la vidéo, ça va être, beh, le nombre de passes, le nombre de franchissements, le nombre de duels joués face aux adversaires, tout ça et après ça peut varier, beh, d'une équipe à l'autre si elle est plus sur l'aspect défensif, l'aspect offensif, tout dépend du contexte et de l'environnement qui nous entoure. Est-ce que ça veut dire que vous analysez autant l'équipe, pour laquelle vous êtes dans le staff, que tous les adversaires du championnat? Comment est-ce qu'on fait? Enfin, est-ce qu'il y a, comment dire? Une discrétion par rapport aux données de vos joueurs? Est-ce qu'il y a je sais pas, un marché noir des connaissances Il y sur les a datas de tel ou tel joueur? marché noir quand même pas, mais sur les données GPS, c'est assez, réglementé au niveau des clubs. C'est quand même des données, physiques et presque médicales, ce qu'on pourrait tomber, sur la charge de travail. Sur les données vidéo, c'est un marché très développé, que ce soit dans tous les sports, dans le rugby aussi avec, nous, on est notamment partenaire d'un fournisseur de données, qui va nous permettre d'avoir, beh, toutes les données des équipes adverses. Après, il y a énormément de données, savoir qu'est-ce qu'on en ressort et c'est là où, beh, la cellule vidéo, avec mon aide sur l'analyse de la donnée, va, beh, analyser le style de jeu des équipes adverses, savoir, beh, sur quel point ils sont plus forts ou plus faibles et savoir sur quoi nous, on va pouvoir appuyer pour gagner, quoi. Elles sont toutes, importantes les unes. Enfin, J'avais une deuxième question, c'est que dans votre métier, il faut, à la fois, être fort, on va dire, entre guillemets, dans le traitement de données et aussi dans, la connaissance des activités que vous étudiez, que vous analysez. Et donc du coup, on voulait savoir s'il faut plus se pencher sur le côté mathématique ou, sur le côté, de la pratique du sport, la pratique du sport pour être data analyst. là, je vais pas pouvoir trop vous éclairer car il y a beaucoup, beaucoup de chemin pour y arriver. Heu, moi, je suis passé par une filière sport donc pratiquer du rugby donc c'est ce que j'aime aussi donc j'ai une connaissance de l'activité un peu et le fait de travailler dedans m'a beaucoup poussé à développer. Faut surtout être à l'aise sur le digital, donc tout ce qui est du traitement de données, ça peut être des très gros fichiers aussi, ça peut être.
être à l'aise avec ça, être à l'aise avec les ordinateurs, mais c'est pas forcément la voie du sport qui va vous amener, dans le métier de data scientist. Il y a des cas, beh, notamment dans le football, des joueurs qui sont, beh, à Airbus, notre aéronautique, dans la région et qui passent, maintenant dans le sport parce qu'ils étaient ingénieurs ou data analyst dans des grands groupes ou des boîtes qui savaient gérer beaucoup de données. Maintenant, le transfert au sport. Je pense pas qu'il y ait l'obligation d'avoir une connaissance très approfondie de l'activité. Pour avoir une connaissance, du digital, savoir gérer des fichiers de données, savoir les faire parler parce que c'est vraiment, les données, c'est vraiment du factuel et il y a pas d'émotion, il y a pas de sensation. C'est vraiment soit rouge, soit noir et savoir qu'est-ce qu'on veut leur faire dire, pour, coller au mieux, beh, au sport d'abord et au style de jeu que Alors, dernière petite question quand même, il y a une liste comme ça qui commence à arriver de métiers qui vont disparaître avec l'intelligence artificielle et il est vrai que, aujourd'hui, la gestion de données fait partie effectivement de ces métiers. Alors comment est-ce que vous êtes un peu protégé ou pas, de, cet avenir? Ou est-ce que comment, ça devient un outil, probant, utile, pour accompagner la performance? c'est un outil, je pense, indispensable à beaucoup de data analystes du moins, même, dans les métiers du sport aussi, dans beaucoup d'autres métiers. C'est un métier qui va être très pertinent quand on est bloqué, par exemple, sur du codage, sur du codage de données, qui va nous permettre, beh, de solutionner des choses que peut-être, enfin moi, pour ma part, j'ai pas encore les connaissances pour. Mais c'est un outil qu'il va falloir, utiliser avec parcimonie aussi, car, on peut lui faire faire beaucoup de choses, mais si après on n'arrive pas à les expliquer, ça peut être aussi un danger, si je puis dire. On peut sortir, beaucoup de choses des données, mais si à la fin, quand on arrive devant, beh, notre patron, dans mon cas, le manager et que je lui dis: «J'ai juste ça, mais je sais pas ce que ça veut dire», c'est là où ça va être compliqué. C'est savoir, l'intégrer dans son travail, mais toujours garder un contrôle dessus. Donc là, si on doit retenir, il y a la question du choix. Le choix parmi toutes les données, probantes, le choix parmi, l'utilisation des outils, de ce que va nous dire l'intelligence artificielle et donc ça relève un peu de la même, compétence. Merci beaucoup, hein, Thomas. On reviendra, vers vous, tout à l'heure, pour une dernière question à tout moment. Alors, est-ce qu'on a les résultats du panorama? Et on se rend compte que voilà, donc sur les, 7 domaines, qui vous ont été, proposés, il y a, véritablement la question de l'accompagnement de la performance, sportive, donc qui est un peu le fil conducteur aujourd'hui, au final par rapport à nos invités, vous allez le voir. Mais en deuxième vient, aussi la question, de la santé, et du bien-être, et je crois qu'en troisième, c'est la question de l'enseignement et l'animation. Donc chers collègues, de PS, de PPCS, il faut qu'on continue à travailler pour, inspirer nos jeunes et puis regagner un peu dans cette concurrence-là. Alors, c'est pas vraiment une concurrence, c'est plutôt une complémentarité. Et vous voyez véritablement un peu cette cartographie au niveau de l'académie. Je vois qu'il y a eu à un moment 337 connectés. Donc, je vous remercie encore d'être là et de nous écouter. Alors, on va passer maintenant à notre deuxième invité. Merci infiniment, Louane Abar, d'être avec nous aujourd'hui. Alors, vous êtes donc spécialiste de management d'athlètes et de branding. Je n'ai aucune idée de ce que cela veut dire, mis à part mon bel accent. Comment est-ce que vous êtes entré dans ce milieu? Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est votre rôle? Je crois que vous avez fondé une agence et que aujourd'hui, vous travaillez à accompagner les athlètes dans leurs images ou les agents à accompagner les athlètes dans leurs images. Dites-nous tout, s'il vous plaît. C'est ça, alors, merci beaucoup pour l'opportunité. Je suis ravie d'être, présente aujourd'hui avec vous. Moi, pour ma part, je suis cofondatrice d'Athlete Agency, donc nous sommes, 4 associés. On a des profils un petit peu tous différents, donc moi, je suis spécialisée dans la création de contenu, la gestion d'images et les stratégies, de communication et marketing. Nous, notre, but, donc on va intervenir auprès, soit des sportifs eux-mêmes, soit des agents sportifs pour les besoins de la communication de leurs athlètes, comme vous l'avez dit, et aussi, sur les entités sportives, que ce soit club, fédération, et cetera. On agit sur, vraiment, plusieurs panels un large panel de services. On va, de la recherche de partenariats à l'accompagnement, la création d'images, la création de contenu. Ce qu'on appelle branding, ça va être, la création de l'image du sportif, ce qu'il raconte, essayer de lui créer de la visibilité. Il y a certains sports qui sont plus visibles que d'autres aujourd'hui.
en France et donc un petit peu de pallier à ça parce que les moyens financiers ne sont pas les mêmes sur l'accompagnement, on va dire par exemple d'un footballeur ou d'un club de foot et d'un athlète en athlétisme par exemple qui prépare, une saison olympique. Pourtant il y a de vrais besoins et nous on va s'inspirer de l'histoire du sportif et essayer de la raconter, au mieux. Et comment vous en êtes arrivée à aller vers le sport? Vous étiez pratiquante vous-même, d'une activité? Vous avez toujours été passionnée par le sport? Alors moi, je suis issue d'une famille, très sportive. Alors pas forcément, de sport de haut niveau, mais je fais du sport depuis, effectivement que je suis toute petite. Je pratique, l'athlétisme depuis, je sais même plus, Depuis que vous savez pour tout vous marcher? dire. Quasiment, quasiment, j'ai toujours fait du sport, et moi, pour ma part, mon rêve quand j'étais petite, c'était pas d'être, superstar ou top modèle, c'était de faire du sport de haut niveau. Malheureusement, c'est pas donné à tout le monde. Voilà, il faut des qualités, pour être le meilleur, c'est compliqué, surtout dans les sports individuels. Donc, je me suis un petit peu, j'ai gardé, l'envie de travailler dans le sport de haut niveau, mais du coup, je suis pas, sur le terrain ou sur la piste, plutôt, sur le bord. Merci, beaucoup pour ces premières réponses. On va encore se tourner vers, des élèves qui vont nous aider un petit peu à creuser, ce domaine professionnel. Donc, là, c'est Noah qui va, prendre la parole pour vous questionner, ma chère Louane. Donc, bonjour Loane, merci encore de Bonjour. votre présence à cet événement. Durant l'année, en spécialité PPCS, on apprend que le monde du sport fonctionne aussi grâce au contact et à la création du coup, de contacts et d'un réseau. Donc, pour vous, comment vous êtes-vous créé un réseau pour pouvoir entrer dans ce secteur? Alors pour ma part, très personnellement, j'aime pas trop cette notion de réseau parce que c'est beaucoup plus des opportunités. J'ai été dans le monde du sport, donc depuis petite, j'ai été, bénévole, sur des événements, j'ai rencontré du monde, de cette façon-là. Alors certes, c'est du réseau, mais je veux dire, si à un moment donné de ma vie, même en tant qu'étudiante, j'avais pas fait, certains choix, je m'étais pas intéressée, informée, j'avais pas été proactive et comment dire ça? Si j'avais pas, essayé d'aller dans cette voie-là, je veux dire le réseau, n'aurait pas forcément apporté grand-chose. Je pense qu'il faut plutôt s'impliquer dans le projet, être proactif et être ambitieux et très adaptable plutôt que, une question de réseau. Je veux dire, on peut très bien réussir dans ce domaine, sans un énorme réseau. Pardon, mais vous parlez d'opportunités. Mmh. C'est vrai que quand on a, j'imagine, 16, 17, 18 ans aujourd'hui, saisir des opportunités, alors moi je suis assez d'accord avec vous, l'image du réseau semble, dans la capacité d'agir, dans le dire: «Bah, j'ai un réseau, j'ai pas de réseau». Donc à partir de là, c'est compliqué. Alors que quand on dit, saisissez des opportunités, essayez de faire des choix, qu'est-ce que ça veut dire des opportunités pour, aujourd'hui un jeune sportif ou quelqu'un qui souhaite se destiner à travailler dans un monde qui est quand même un petit peu concurrentiel? C'est vrai que c'est un monde, relativement concurrentiel et aussi fermé. Moi, ce que je conseillerais aux sportifs aujourd'hui, c'est alors, pour moi, c'est avant tout un métier passion. Donc il faut souvent, on a un sport, de cœur. Moi, par exemple, c'est l'athlétisme. Il faut, ne pas hésiter à se rapprocher, je pense, des clubs, locaux de petit niveau, petite division, des clubs locaux, tout simplement et d'être proactif, d'être bénévole, de les suivre, de leur proposer votre aide. Par exemple, sur la création de contenu, je veux dire, il y a rien de plus simple que d'aller, demander un accès terrain pour, suivre une, compétition locale, faire de belles photos et puis après se créer un portfolio qui nous permet ensuite potentiellement d'aller démarcher, des clubs, ou même faire des études de cas, fictives, sur des activations marketing et cetera. Pour moi, ce sont ça les vraies opportunités qui font que vous allez vous faire remarquer. Du moins dans les métiers de la communication, votre ADN personnel est ultra, ultra important et c'est ce qui va vous différencier de la concurrence. Je veux dire, si votre portfolio raconte une histoire, si vos photos, racontent une histoire, que ce soit celle du club, celle du sportif, celle du sport en général, vous avez tout intérêt à mettre votre ADN dans vos créations pour pouvoir, vous différencier et vous créer vos propres opportunités pour après, pouvoir travailler dans ce milieu-là qui est un milieu
ma foi, magnifique. Tu vois? Ensuite, j'avais une deuxième question à vous poser. Toujours, dans la spécialité PPCS, on traite la question des inégalités de visibilité des joueurs. Mmh. Certains athlètes sont très médiatisés, alors que certains ne le sont pas ou très peu. Donc, comment vous, vous arrivez à faire en sorte que certains athlètes, peu médiatisés ou, simplement des athlètes venant, de l'étranger, comment arrivez-vous à les faire connaître des auprès des recruteurs et Alors dans mon agence, on a créé un process. En fait, notre process, il vise à, créer l'image, créer une histoire, créer le storytelling de l'athlète, du sportif. Tous les sportifs ont quelque chose à raconter. Une fois qu'on aura créé ça, qu'on aura fait du contenu, qu'on aura fait des réseaux sociaux marketables, vendables, on va pouvoir aller chercher une visibilité, de par des marques, de par des clubs, de par, des sponsoring, de la visibilité peut-être, plus sur les réseaux sociaux, TikTok et compagnie. Qui fait que, on va vraiment avoir besoin de créer le produit et de raconter l'image de l'athlète pour pouvoir ensuite lui apporter une visibilité et du coup être légitime à peut-être, certaines sponsors, et une certaine visibilité. Aujourd'hui sur les réseaux sociaux, on va avoir beaucoup d'influenceurs, qui pratiquent une activité, physique, moyenne comme toi, comme moi et ces personnes-là vont avoir, des milliers et des milliers de vues alors que, à contrario, un autre sportif qui est très axé sur la performance, qui, par exemple, prépare des jeux olympiques, va être très centré sur, sa pratique sportive, va pas avoir beaucoup de temps à dégager pour les réseaux sociaux, la création de contenu. Faut aussi une fibre pour savoir faire ça, faut vouloir se montrer, faut savoir le faire et moi, ça, c'est mon travail de d'accompagner le sportif à créer son image, à créer son contenu et d'être à l'aise, devant la caméra et pour donc vous pensez que la visibilité du joueur du coup et la vision qu'on a de ce joueur peut compenser par exemple un défaut, sportif? non, pas forcément, je pense que c'est très complémentaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, prenons l'exemple que je connais le mieux, l'athlétisme. Si je vous demande à vous des noms de sportifs, vous en athlétisme, vous allez peut-être me dire, des champions du monde et cetera, mais vous savez pas savoir qui a été champion du monde du 100 mètres en France cette année. Je pense pas me tromper. Or, voilà, cette personne-là, peut-être, c'est l'avenir de la représentation de la France sur les grandes échéances internationales, en athlétisme et je pense que c'est complémentaire parce que si cette personne-là, n'est pas connue, ne travaille pas ses réseaux sociaux et cetera, peut-être qu'il aura moins de moyens pour à mettre en œuvre et même de moyens financiers, pour, l'accompagner à sa performance, sa préparation parce que ça coûte énormément d'argent et en général, ils s'entraînent tellement qu'ils n'ont pas de travail à côté, donc ils ont besoin de rentrées financières de par les sponsors pour, mener à bien leur chemin, jusqu'à leurs, grandes échéances et représenter notre pays à l'international. Merci de votre réponse. Et d'une manière un peu implicite, on parle d'exposition, de visibilité, mais c'est avant tout sur les réseaux sociaux, si j'ai bien compris, de mon point de vue, Mmh. puisque ces athlètes-là, on les voit rarement. Alors parfois, hein, je vois bien qu'il y a, effectivement, des athlètes, autour des Jeux Paris 2024 qu'on a pu voir sur les plateaux, notamment, sur le sport féminin ou le sport adapté ou le parasport. Maintenant, est-ce que, il faut absolument se raconter, en tout cas se raconter, inventer, créer, et avoir donc une histoire à raconter, d'une part et d'autre part, est-ce que le seul média ou est-ce que les seuls médias sont les réseaux sociaux? Ou est-ce qu'il y a encore les journaux, la télévision qui rentrent dans le jeu? En fait, très sincèrement, ça va aussi dépendre du public à qui est-ce qu'on cherche à informer du sportif? La tranche d'âge. Je veux dire, un sportif de ma génération va peut-être plus se tourner vers les réseaux sociaux que sur les médias qu'on va appeler traditionnels, télé, radio, et cetera. Aujourd'hui, c'est vrai que, les réseaux sociaux et YouTube ont une part enfin, ont la plus grande part de visibilité, aujourd'hui pour les sponsors et pour aller chercher du de l'argent
très, très clairement. Donc, je pense qu'il ne faut pas délaisser les médias traditionnels parce qu'ils sont quand même très importants. Mais aujourd'hui, c'est vrai que la vitrine, je pense personnellement que la vitrine du sport, la vitrine du sportif et même la vitrine du sport français passe quand même majoritairement sur les réseaux sociaux. Donc, faut-il dire que alors il y a une question qui arrive, je pose la mienne avant, sinon je vais l'oublier, pardon. Faut-il dire que c'est, toujours intéressant d'aller créer une histoire vis-à-vis d'un public qui correspond à être les clients du sponsor? Est-ce qu'on peut le penser comme ça en termes de stratégie? On peut le penser comme ça en termes de stratégie. Moi, par contre, je prône avant tout l'authenticité. C'est-à-dire que je préfère que le sportif raconte son histoire de la manière dont il a envie de le dire et que ça colle avec la marque ou que ça plaise à la marque, plutôt que de faire l'inverse et d'amener un prompt tout fait à mon sportif et lui dire, bon, alors la marque préfère que tu sois un petit peu comme ça, donc voilà. Et de le brider, en fait, de camoufler sa vraie personnalité pour plaire à la marque. Moi, je préfère que le sportif soit tel qu'il est à 100% et que ça plaise à la marque plutôt. De ce fait, votre travail est d'aller, trouver, cet axe-là d'authenticité qui permet d'être développé. Charline, nous avons, une petite question? Oui, est-ce qu'il y a un parcours, spécifique pour, en arriver là? Enfin, c'est-à-dire les études, Alors moi, en termes d'études, j'ai fait, un bachelor en management sur 3 ans. Ensuite, j'ai fait un premier master en stratégie et développement des entreprises et j'ai fait un second master en sport business. Moi, j'ai privilégié, une filière, globale parce qu'on sait quand même que le sport, c'est un milieu assez fermé et peut-être que si j'avais pas monté ma propre agence, j'aurais peut-être pas on pourra jamais savoir, mais j'aurais peut-être pas eu de travail dans ce domaine-là parce que c'est quand même un domaine très prisé. Je pense pas qu'il y ait une voie tracée. C'est-à-dire que moi, si j'avais pas fait ces études-là, mais que j'avais monté mon agence, peut-être que j'en serais au même point aujourd'hui. Après moi, mon conseil, ça va vraiment être de s'impliquer dans une vie de club et d'être, au plus près des acteurs, locaux du milieu où vous voulez travailler. Je veux dire, si c'est dans la communication, aller voir une cellule communication d'un club local et puis, essayer de commencer à voir comment ça se passe. De même pour de la prépa physique, ou, du staff, vulgairement dit. Merci beaucoup, pour ces réponses qui, vous n'imaginez pas à quel point sont en lien avec notre programme, pour notre programme notamment de terminale. On reviendra peut-être sur un ou 2 enjeux, en fin d'émission. Mais vous venez de parler de préparation, physique, et bon, c'est l'occasion de faire une transition vers notre invité, suivant. Merci beaucoup, Louane de vos réponses. Nicolas Rothenauer, vous êtes, préparateur physique, spécialiste de posturologie. Encore une fois, on va avoir besoin, je pense, un petit peu de précision sur, bon, d'abord, dans votre parcours, qu'est-ce qui a construit aujourd'hui que vous, exerciez, ce métier? Et puis, au quotidien, ça ressemble à quoi? Ça a l'air très, très divers, de, travailler à la fois sur la préparation physique, et j'imagine que c'est déjà très divers en soi. Et ensuite, qu'est-ce que c'est la posturologie? Ouais. Déjà merci pour l'invitation. Je suis très honoré d'être, ici parmi vous. Alors je vais me considérer plutôt comme un éducateur sportif au sens large du terme, parce que la préparation physique, c'est un domaine, la posturologie, c'est un domaine, l'enseignement, c'est un autre domaine et c'est, plusieurs casquettes que je parcours, sur ma semaine. Alors effectivement, déjà c'est, un métier passion, c'est-à-dire que quand j'étais jeune, footballeur, toujours été attiré par la façon dont, mes entraîneurs, encadraient, nos groupes, mon groupe d'entraînement, comment ils mettaient en place, ces entraînements, comment il était capable de réunir, ses joueurs, de sublimer, son groupe et puis rapidement, je me suis dit, bah, plus tard, je serai, entraîneur pour des enfants. Voilà, c'était un petit peu le terme, technique que j'avais employé à l'époque. Donc, à partir de là, j'ai fait un cursus, on va dire classique, STAPS. Donc j'ai commencé par une licence, en 3 ans, puis, un master en 2 ans. Il faut savoir que, comme disait Louane tout à l'heure, moi, dès ma première année, j'ai commencé à m'intéresser, à sortir un petit peu déjà du cadre de la fac. Donc, j'ai bifurqué déjà sur, hem, j'étais enseignant, pardon, enseignant, excuse-moi, j'étais pas du tout enseignant, j'étais, surveillant dans un lycée. Ce qui m'a permis déjà de prendre contact, avec des élèves, avec des jeunes, voir un petit peu la relation que je pouvais avoir avec eux. Ça permettait aussi de financer, mes études
Et puis, dès ma deuxième année, j'ai eu la chance d'intégrer une équipe de foot pro, le Toulouse Football Club, dans lequel j'étais éducateur. Et donc, ce que disait Loin tout à l'heure, c'est vrai que dès le début des études, essayer d'aller vers des associations, vers des petits clubs, pour essayer déjà de commencer à mettre en place votre vision des choses, ce que vous savez, ce que vous commencez à apprendre. Je pense que c'est intéressant, le plus tôt possible. Ça permet après de ne pas se retrouver au bout de 3 à 5 ans d'études, dire: «Ben, en fait, je suis jamais rentré en contact avec un jeune, je ne sais pas ce qui se passe, quand je dois encadrer quelqu'un». Donc voilà, donc dans mon parcours ensuite, j'ai eu la chance, d'évoluer au TFC et de devenir préparateur physique et ça a duré 10 ans. Voilà, sur ces 10 ans, par la suite, j'ai monté mon auto-entreprise, donc je suis devenu, on va dire, un coach sportif. Donc je m'occupais, individuellement, de différentes personnes. Ça pouvait être des sportifs de haut niveau, ça pouvait être, des gens sédentaires, ça pouvait être des gens qui avaient des pathologies. J'ai eu la chance aussi de travailler dans une clinique du sport, sur la partie réadaptation, réhabilitation motrice. Voilà, donc ça élargit encore un petit peu, mon panel d'intervention et puis après, j'ai eu la chance de monter mon entreprise. Donc c'était une structure, privée dans lequel je proposais de l'accompagnement, personnalisé et de l'accompagnement de petits groupes. Ça a duré 10 ans, voilà, ça fait 1 an et demi que j'ai vendu mon affaire, que je suis passé, à autre chose et aujourd'hui, encore une autre casquette, je me suis orienté vers le coaching en entreprise. Donc le coaching, autant des dirigeants que des salariés, mais aussi de l'enseignement en EPS et de la formation, en BPGEPS, cité, donc les futurs, aussi éducateurs sportifs. Voilà un petit peu, mon parcours, comment je suis arrivé là et puis voilà, très très content d'avoir, cheminé un peu dans tous ces aspects-là, autant dans le sport performance que dans le sport santé, que dans le sport entreprise, dans l'enseignement. Voilà et je j'ai encore, d'autres idées en tête, pour la suite. Vous avez encore une activité en lien avec le haut niveau? Alors je suis, une personne en particulier sur, D'accord, valeur, sur au haut un niveau. accompagnement d'un sportif, de haut Exactement, niveau. c'est ça. Mais après, voilà, j'ai pas Mais dans votre parcours, donc voilà, vous êtes entré comme éducateur, vous êtes allé vers le haut niveau, vous avez fini par être préparateur physique d'une équipe professionnelle de Ligue 1, c'est quand même pas rien. mmh. Et puis dans votre quotidien, on a l'impression que vous avez vraiment tous ces publics. Alors qu'est-ce qui différencie en tant qu'accompagnant, préparateur physique, coach, les différents, publics? Parce que dans les choix de nos élèves qui sont en première et en terminale, certains sont, véritablement fixés sur cette idée du haut niveau uniquement et j'ai bien compris que dans les parcours, on se rend compte que c'est toujours très bien d'avoir, un objectif, mais qu'il faut pouvoir s'ouvrir, à tous les publics. Mmh. Et donc qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cette différence de public, et en tout cas, quelles sont les différences de travail que l'on va, réaliser? Alors je pense que le haut niveau, c'est pas facile de l'atteindre. C'est aussi des opportunités. Voilà, moi j'ai eu la chance d'intégrer, ce club-là assez tôt et d'évoluer dans ce club. Mais, ce qui est important, c'est la sensibilité qu'on a. C'est-à-dire que quel que soit le public, je pense que l'approche, on va dire, quasiment identique, c'est vraiment, fonction de l'objectif. Voilà, ce qui va différer, c'est l'objectif de la personne. Quand c'est du sport de haut niveau, forcément, c'est leur métier. Donc, les attendus sont un peu plus, importants et difficiles. Et à côté de ça, il y a des gens qui viennent juste pour, se maintenir en forme ou juste pour, soigner une problématique de santé. Donc, j'ai envie de te dire qu'en fonction de la sensibilité des gens, ils peuvent s'orienter vers telle ou telle voie, le sport santé, le sport performance. Mais je pense qu'il ne faut pas rester, fermé à se dire: «Je vais faire que de la performance, je vais aller que dans des clubs pro parce que c'est bien, parce que je suis médiatisé» et cetera. Mais, voilà, ça dure pas toute une carrière aussi. Voilà, je pense qu'ils sont sous contrat et que, beh, chaque année, il y a du renouvellement et puis de l'incertitude quand on est dans un club professionnel. Tout comme, on l'est aussi quand on est à son compte, certitude et Alors c'est justement, Anaé qui est, voilà une de nos joueuses du foot du lycée Joséphine Baker qui j'espère va être performant cette année, comme équipe. Anaé, est-ce que tu peux, creuser un petit peu la question, auprès de Nicolas? Bonjour, merci encore d'être parmi nous. En EPPCS, on parle beaucoup du lien entre pardon, le bien-être, mais aussi la charge de travail. C'est pourquoi on voulait savoir comment vous parvenez à concilier le bien-être de l'athlète, mais aussi la recherche de performance. alors je pense que, le bien-être et la performance sont étroitement liés. Je pense que dans le temps, sur, une carrière, qui est plus ou moins longue,
Si les 2 ne sont pas associés, il peut y avoir une rupture, quelle qu'elle soit. Donc ce qui est important pour moi en tant que préparateur physique, c'est déjà avoir de l'écoute auprès du sportif. Je pense que, à chaque séance, j'essaye de prendre un petit peu la température de voilà, comment il se sent, comment ça se passe aussi dans sa vie perso. Est-ce qu'il est bien? Est-ce qu'il est prêt à assumer, les charges de travail que je vais lui imposer sur la séance? Si c'est pas le cas, si je sens qu'il est moins bien, peut-être que le programme que j'avais prévu, je vais l'adapter, le ménager pour, différer un petit peu dans la semaine ou dans le temps. Et puis s'il est bien, peut-être que je vais aller chercher peut-être une performance un peu supérieure par rapport à d'habitude. Heu, il y a ça, il y a l'individualisation. Je pense que c'est important que chaque athlète, ait un travail très spécifique, qu'il sente qu'il doit, vraiment, seul à avoir, ce type de séance, qu'elle soit le plus personnalisée possible en fonction de ses objectifs et en fonction de ses problématiques, quotidiennes. Et puis, toujours chercher, voilà, la vision à long terme, c'est-à-dire qu'on s'arrête pas à une saison. On essaye de faire, travailler l'athlète sur le fait qu'il puisse durer dans le temps, sans se blesser et en progressant, en étant aussi, épanoui. Merci beaucoup. En EPPCS, toujours, on apprend que la performance n'est pas simplement liée au physique, mais aussi au mental et au stress. On se demandait alors comment se passe la complémentarité entre la préparation physique et la préparation. Alors là aussi, je pense que c'est étroitement lié. Je dirais que c'est un peu, les 2 jambes. D'un côté la préparation physique, de l'autre côté la préparation mentale. Heu, Effectivement, on sait que, par exemple, sur un jour de compétition, si physiquement on est prêt, mais que mentalement, on ne l'est pas, la performance, elle va être, forcément dégradée. On sait aussi que l'aspect mental est important sur le quotidien, sur, quand on va, faire une grosse séance, athlétique. Si mentalement on n'est pas prêt à la faire, forcément, ça va être, un peu plus compliqué. Lorsqu'on est blessé, qu'on est sur un retour de blessure, on connaît, les difficultés des athlètes, lorsqu'ils sont blessés, voilà, ça cogite un petit peu, on ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait pas s'ils vont revenir à leur meilleur niveau. C'est là que le préparateur mental a une importance, pour moi capitale. Heu et et puis on sait que voilà, le jour du match, si physiquement on se sent prêt, forcément qu'il y a une confiance qui est là, qui est présente et qui fait que ce que rien nous arriver, quoi. J'avais une dernière question justement par rapport aux blessures. En tant que préparateur physique, vous avez déjà dû encadrer des blessés de longue durée. Comment ça se passe si par exemple, à cause de cette blessure, l'athlète ou la personne veut arrêter son sport? Comment vous pouvez gérer ça et l'aider à justement ne pas C'est une très bonne question. J'ai jamais eu ce cas, en pratique, mais je dirais que, voilà, c'est vraiment, comme on disait tout à l'heure sur l'aspect bien-être, c'est un accompagnement. Heu, il y a forcément le côté athlétique, mais il y a le côté mental. Je pense que c'est, voilà, dès qu'on sort d'une grosse blessure, forcément, il y a tout qui s'écroule, tout qui s'effondre, et physiquement et mentalement. Et c'est une reconstruction qui se fait étape par étape, pour permettre aux sportifs, de retrouver son meilleur niveau. Alors, moi, j'ai pas été confronté à ce type de grosse blessure où la personne ne pouvait plus, pratiquer, son sport. Malheureusement, il y a des cas où ça arrive. Après, c'est quoi, hein. merci beaucoup. Merci beaucoup, Anaë. Alors, on parle des blessés, mais j'avais presque la même question, mais à l'envers. C'est-à-dire que j'essaie, bon, c'est la proximité de l'âge peut-être, mais j'essaie de me mettre à votre place. Et si j'avais à accompagner un sportif de haut niveau, qui plus est, un joueur de NBA ou de Ligue 1, avec des chevilles, qui valent des millions. Parfois, il y a même des assurances spécifiques sur des parties, du corps. Est-ce qu'il y a un stress particulier lorsqu'on accompagne notamment un joueur prometteur, un joueur qui va être drafté ou qui va être sélectionné dans des équipes de France ou professionnelles, par peur de blessure? Vous disiez tout à l'heure, devoir personnaliser, l'entraînement pour parfois aller un petit peu plus loin, pour aller chercher effectivement des puissances maximales, des résistances et cetera et qui parfois peut peut-être, amener à la blessure. Moi, je sais que parfois j'entends, le préparateur physique, c'est à cause de lui si, le joueur s'est blessé. Ouais, c'est sûr que c'est pas facile à mettre en place tous les jours. Je pense que, de toute façon, dès qu'on est sur le sport de haut niveau, notre métier, il est drivé par la compétition
Et la compétition, si je prends les sports co, ben c'est semaine après semaine, week-end après week-end. Donc effectivement, on va adapter, tout le travail, toutes les charges de travail, en fonction de cette compétition. Malgré le fait qu'on veuille développer l'athlète, on est quand même au service du collectif. En tout cas, je parle pour les sports collectifs. Donc si l'athlète est pas performant, le week-end, forcément qu'on va taper sur les doigts du préparateur physique. Quand c'est des athlètes, de sport individuel, c'est différent parce que c'est un peu moins régulier les compétitions, donc on a des phases de développement qui sont, un peu plus longues et on a le temps de mettre en place des choses pour développer l'athlète. Mais ceci c'est pour autant, le jour de la compétition, s'il n'est pas performant, bah, voilà, on va dire que c'est un peu la faute, du préparateur physique. Merci, beaucoup pour ces éclairages. Anaïs, une petite question? Oui, j'avais une dernière question en parlant de blessures. Est-ce qu'un préparateur physique peut remplacer un kiné? C'est vraiment 2 choses différentes. Alors nous, c'est une question, très dangereuse Et pertinente, et et pertinente. pertinente. Je pense qu'on a chacun notre place, dans le retour, au terrain. Je pense qu'il y a une grosse complémentarité entre le kiné et le préparateur physique et ce qui est important, c'est d'avoir, vraiment de l'échange, de la discussion, pour que le travail se fasse, ensemble et dans le même sens. C'est ce qu'on essaye de faire en tout cas dans les staffs. Heu et chacun a sa partie, sa particularité et puis on essaye d'intégrer, au mieux, les 2 compétences pour l'athlète. Merci, beaucoup Nicolas. Alors on arrive au dernier temps, de notre émission. On va laisser un micro ouvert avec une petite liberté de poser une question, pour Margot, notre dernière, élève qui va, intervenir et qui va poser, je crois, une question à l'ensemble des participants. Margot, nous t'écoutons. Merci beaucoup. Donc en EPPCS, on parle beaucoup, de formation, d'orientation et de construction d'un projet cohérent. Donc ma question à vous 3 est la suivante: si par exemple, un élève voudrait, faire votre métier ou travailler dans votre domaine, quels, conseils vous lui donneriez? Ouais, je continue. Peut-être commencer, J'avais allez-y. le le micro. Les conseils, j'en ai donné un petit peu tout à l'heure, c'est, heu, au plus tôt, aller au-devant de la pratique, aller voir un petit peu, bah, comment ça se passe, dans les clubs, dans les petits clubs. Essayer de proposer son aide, essayer d'intervenir, essayer de tester des choses sur soi-même aussi, sur la famille. Je sais pas si je veux devenir préparateur physique ou coach sportif, bah, peut-être que la première des idées, c'est de tester sur moi-même. Est-ce que si je fais des pompes, tous les jours, est-ce que je progresse au bout d'un mois? Est-ce que j'ai, voilà, une évolution? Et puis, c'est en faisant aussi, des erreurs qu'on apprend et qu'on avance. Et puis, pour mon métier, la voie la plus classique et la plus performante, est pour moi la fac de sport, le STAPS. Antoine, peut-être? Ouais, moi, c'est exactement, bah, pour le coup, exactement le même conseil, mais appliqué donc, à la communication. Heu, pour moi, ça va être, ouais, d'être impliqué dans un projet, de club, que ce soit sur un sport individuel ou collectif. Faire des maquettes, c'est-à-dire, produire des livrables, ce qu'on va appeler des livrables, produire du contenu, entre guillemets «pour de faux» et s'entraîner, s'entraîner, s'entraîner. C'est-à-dire votre niveau en communication et en création de contenu va pas être le même d'une semaine à l'autre sur il faut, pratiquer le plus possible et pas forcément que dans le milieu du sport, mais peut-être aussi sur des milieux, connexes. Voilà, moi, ça va être ça, pratiquer. On continue avec Thomas? C'est un peu le même discours, hein, on va pas se cacher. C'est vraiment, enfin pour ma part, ce que j'aime beaucoup, c'est aller voir ailleurs, ce qui se fait ailleurs, parce que bah, c'est le sport, c'est peut-être le même, en tout cas en rugby, mais il y a tellement de visions. On a beaucoup aussi d'étrangers dans les staffs maintenant, en France ou eux. Ben, savoir qu'est-ce qu'ils amènent eux, qu'est-ce qu'ils proposent. Si dans d'autres sports, sport collectif, hein, pour ma part, qu'est-ce qui se fait en handball sur la data, qu'est-ce qui se fait en football, qu'est-ce qui se fait autour de vous. Essayez de vous inspirer de tout ce qui peut ressortir et tout ce qui peut vous aider à avoir une autre vision et compléter aussi votre vision. C'est ça qui va vous permettre après d'avoir votre patte, si je puis dire, savoir qu'est-ce que je veux faire. Je sais que tout ça existe, mais moi, ce qui m'intéresse et ce que je trouve pertinent, c'est d'être votre façon et ça sera d'inspiration.
Merci, beaucoup pour ces éclairages. Alors si je dois retenir, quelque chose, c'est, d'essayer de construire des expériences personnelles, concrètes. Alors elles peuvent parfois, vous le savez, chers élèves, passer par une certification. Donc vous avez, l'investissement que vous pourriez avoir autour, de la passation du BAFA, du PSC1 au niveau du secourisme, du, brevet de surveillant de baignade, de service civique et cetera. Et puis même au sein de vos propres clubs, de vos propres associations et même au sein de votre propre lycée. D'ailleurs, je me tourne un peu vers les élèves. Qui est-ce qui a un rôle dans, le lycée? Bon, je sais un peu, mais, alors Charline, qu'est-ce que tu fais? Le micro de Margot, hop, ouais. Je suis déjà, secrétaire, de l'association, sportive du lycée. Avec Lina, on est également, élus au CVL, donc dans le conseil de vie lycéenne. D'accord et tu peux rajouter? Donc moi, comme l'a dit Charline, je suis au CVL et je suis, présidente, de l'association sportive du lycée. Co-présidente, puisque c'est le chef d'établissement qui dit Co-présidente, attention. pardon, parce que c'est, la proviseure, Ouais, tout à fait. qui est présidente et Est-ce que dans les clubs, vous avez des rôles en particulier? Après, c'est pas grave, mais c'est voilà, un avenir. Noah? Personnellement, je suis coach d'une équipe de U13 basketball. Et du coup, j'encadre cette équipe 2 fois dans la semaine et pour tous les week-ends. Alors ça, c'est, véritablement ce qu'on vous a, conseillé, c'est-à-dire d'exercer, de se tromper un peu. Alors, je reprends, légèrement l'idée d'avoir ses proches comme test. Ne vous improvisez pas préparateur physique si vous n'avez pas, les connaissances, parce que voilà, il y a quand même des risques de blessures, tout comme on l'a appris et je pense que vous l'avez appris aussi sur les réseaux sociaux. Tout le monde n'a pas les compétences de vous donner des conseils, donc développer un esprit critique, ça peut être d'ailleurs un objet ça s'appelle débunker, je crois, hein, d'aller essayer à partir de recherches, d'aller contredire quelque chose qui vous semble pas correct du point de vue de la connaissance. Donc merci beaucoup à tous les trois pour vos réponses. Merci à tous les six pour votre intervention et vos interventions, et notamment sur la qualité de vos questions et bien sûr la qualité de vos réponses et l'inspiration pour nos élèves en termes de parcours et puis surtout les messages que vous avez donnés aujourd'hui. En tant que professeur principal, moi, ça m'aide beaucoup et ça va me permettre de recycler ces éléments-là, notamment les années futures. J'espère que les collègues à distance aussi. Donc merci à l'Académie de Toulouse, au CREPS, au Campus des métiers. Une petite dédicace quand même à l'équipe technique ici présente. Olivier Dulac, merci. Dorian Malfait qui peut-être est à distance. Voilà, on pense à toi notamment. Sans toi, tout ça ne pourrait pas être possible. Merci également, donc je le redis, hein, les équipes techniques qui sont à distance à Clermont-Ferrand de Vidéo Diff, c'est ça, hein, qui permet d'avoir cette diffusion en direct. Il me reste qu'à vous, parce que je regarde l'heure, je sais que ça va bientôt sonner, et il faut absolument que vous soyez à l'heure sur le cours d'après, ce qui permettra de reproduire ce type d'événement. J'espère que ça vous a plu. Merci, bravo et très belle journée à vous.